Imaginez Los Angeles sous un ciel parfaitement bleu. Une course-poursuite traverse l'autoroute, les voitures de police peinent à suivre des braqueurs lourdement armés. Et pendant ce temps, l'homme le plus puissant de la ville dort sur un banc, une bouteille posée près de lui. Un enfant doit venir le réveiller. Voilà comment Hancock choisit de présenter son super-héros. Pas de cape qui flotte au vent, pas de musique triomphale, pas de foule reconnaissante. Seulement un homme fatigué, mal rasé, irritable, qui pourrait sauver tout le monde mais qui ne sait plus très bien pourquoi il devrait faire cet effort. En quelques images, le film pose une question délicieuse. Que se passe-t-il lorsqu'un dieu vivant n'a plus envie de jouer au héros? Cette question explique encore aujourd'hui le charme particulier de Hancock. Le film de Peter Berg arrive en 2008, une année immense pour le cinéma de super-héros. Iron Man vient de transformer un industriel arrogant en nouvelle icône populaire. Quelques semaines plus tard, The Dark Knight va pousser le genre vers le drame criminel. Au milieu de ces deux monuments, Hancock propose autre chose. Un sauveur déjà installé, sans origine glorieuse, sans identité secrète et sans admiration publique. Il n'a pas besoin d'apprendre à voler. Il doit apprendre à vivre avec les autres. Et ce déplacement, de la puissance vers la responsabilité quotidienne, donne au film une personnalité que même ses défauts n'ont jamais totalement effacée. Avant d'aller plus loin, autant être clair. Nous allons parler de toute l'histoire, y compris de sa grande révélation et de sa fin. Si vous voulez découvrir le film sans rien connaître, gardez cette exploration pour après la projection. Car Hancock repose sur une surprise qui change non seulement l'intrigue, mais aussi le ton, les thèmes et la manière dont on regarde tout ce qui précède. Cette rupture fascine certains spectateurs et en frustre beaucoup d'autres. Elle est devenue le cœur de presque toutes les discussions autour du film. Pourtant, pour comprendre pourquoi elle divise autant, il faut d'abord revenir à ce que la première moitié réussit avec une assurance presque insolente. Quand Hancock accepte enfin d'intervenir sur l'autoroute, il le fait comme on accomplirait une corvée. Il s'envole de travers, percute des panneaux, atterrit sur une voiture en mouvement et provoque une destruction disproportionnée. Il arrête bien les criminels, mais laisse derrière lui un paysage de métal froissé, de bitume ravagé et de circulation paralysée. La mission est techniquement accomplie. Humainement, c'est un désastre. Les informations locales ne célèbrent donc pas un sauvetage. Elles calculent les dégâts. La population ne voit plus le miracle d'un homme invulnérable. Elle voit la facture, les embouteillages et le mépris avec lequel il répond à toute critique. Le gag fonctionne parce qu'il applique au fantasme super-héroïque une logique très concrète. Quelqu'un doit toujours nettoyer après la bataille. Will Smith comprend immédiatement que le personnage ne doit pas devenir un simple clown ivre. Il garde son charisme, bien sûr, mais il le recouvre d'une lourdeur physique inhabituelle. Hancock baisse les yeux, traîne les pieds, avale les remarques jusqu'au moment où sa colère explose. Sa solitude n'est jamais annoncée par un grand discours. Elle apparaît dans sa façon de dormir dehors, alors qu'il pourrait habiter n'importe où, dans son refus de regarder les gens, dans le silence qui suit chaque provocation. Pour un acteur souvent associé à une énergie lumineuse et à une relation directe avec le public, ce retrait est essentiel. Smith ne demande pas tout de suite qu'on aime Hancock. Il nous demande seulement de regarder l'homme dissimulé sous les mauvaises habitudes. Le film trouve alors son meilleur moteur comique, l'écart entre la force absolue de Hancock et son incapacité à régler les problèmes les plus ordinaires. Il peut arrêter un train, mais pas soutenir une conversation calme. Il résiste aux balles, mais pas à une moquerie. Il traverse un mur sans blessure. Pourtant, quelques mots suffisent à le mettre hors de lui. Cette contradiction donne du relief à toutes les scènes d'action. Chaque pouvoir devient le prolongement d'une émotion mal contrôlée. Lorsqu'il s'envole brutalement, le sol se fissure. Lorsqu'il atterrit, les voitures bondissent. Le monde matériel paie pour chaque mouvement intérieur. Peter Berg transforme ainsi le décor en baromètre de la colère de son personnage. Puis Ray Ambré entre dans l'histoire, bloque dans sa voiture sur une voie ferrée. Ray est consultant en relations publiques, mais sa carrière ne ressemble pas à une suite de victoires. Il vient de proposer à des dirigeants un projet appelé All Heart. Les entreprises offriraient gratuitement certains produits aux personnes qui en ont besoin et placeraient un symbole en forme de cœur sur leurs emballages.
L'idée est généreuse, peut-être trop généreuse pour une salle de réunion obsédée par le profit immédiat. Ray repart sans accord, se retrouve immobilise devant un train, et sa journée menace de finir de la pire façon. C'est à cet instant que le hasard réunit l'idéaliste impuissant et le surhomme désabuse. Hancock sauverait en projetant sa voiture hors des rails, mais il arrête aussi le train avec une brutalite qui provoque un gigantesque carambolage de wagons. Les automobilistes, au lieu de le remercier, l'accusent d'avoir aggravé la situation. La scène résume tout le problème du héros. Son intention est juste, sa méthode est catastrophique, et son attitude rend toute gratitude impossible. Ray observe pourtant ce que personne ne veut plus voir. Sans Hancock, il serait mort. Il lui propose donc de faire ce qu'il tente déjà pour les entreprises, changer une image en rappelant la valeur qui existe derrière elle. Ce n'est pas seulement un contrat professionnel. Ray reconnaît chez Hancock un projet humain auquel il veut croire. Jason Bateman joue Ray sans le rendre naïf au point d'être ridicule. Il sait que son personnage vit avec des lunettes roses, selon sa propre description du rôle, mais il lui donne une persévérance calme. Ray n'est ni un scientifique capable d'expliquer les pouvoirs, ni un général qui pourrait commander le héros. Sa seule arme est sa confiance dans la possibilité du changement. Dans un autre film, cette confiance ne serait qu'un ressort sentimental. Ici, elle devient une compétence. Ray comprend que la ville n'attend pas une nouvelle démonstration de force. Elle attend des excuses, des limites et des signes de respect. Il va donc enseigner à un être presque immortel les bases d'une relation humaine fonctionnelle. L'invitation à dîner chez les Ambrés fait entrer Hancock dans un espace qu'il semble avoir oublié. Une maison vivante. Ray habite avec son fils Aaron et sa femme Mary. Chaque semaine, la famille partage des spaghettis et des boulettes. Un rituel simple inspire des souvenirs familiaux de Peter Berg. Aaron regarde Hancock avec l'enthousiasme que la ville a perdu. Mary, elle, reste réservée. Charlize Theron ne souligne pas encore le secret de son personnage, mais son regard contient quelque chose de plus complexe qu'une simple méfiance. Elle étudie Hancock. Elle semble reconnaître un danger que Ray ne peut pas imaginer. La première fois qu'on voit le film, cette tension intrigue. La seconde, elle raconte déjà presque toute l'histoire. Autour de cette table, le contraste est magnifique. Ray parle, Aaron pose des questions, Hancock mange avec une maladresse silencieuse, et Mary surveille l'équilibre fragile de la soirée. Le super-héros qui supporte des explosions paraît soudain vulnérable devant une assiette et une famille. Il ne sait pas comment recevoir une attention sans la repousser. Pourtant, quelque chose cède. La chaleur domestique agit là où les insultes et les informations télévisées avaient échoué. Le film suggère que la rédemption ne commence pas par un costume ou une victoire spectaculaire. Elle commence lorsqu'une personne vous réserve une place à table et se comporte comme si vous pouviez encore mériter cette place demain. Ray construit ensuite un plan de communication étonnamment cohérent. Il montre à Hancock des images de ses interventions, lui explique ce que les habitants perçoivent et refuse de minimiser les dommages. Son conseil le plus audacieux consiste à accepter la responsabilité légale de ses actes. Hancock doit présenter des excuses publiques, se livrer aux autorités et laisser la ville connaître son absence. Ray parie sur une idée simple. Lorsque le taux de criminalité augmentera, les citoyens comprendront ce que leur protecteur apportait réellement. La stratégie pourrait sembler cynique, mais elle repose aussi sur une vérité morale. Pour être pardonne, Hancock doit cesser de se placer au-dessus des conséquences. La reddition transforme l'échelle du film. Un homme qu'aucune prison ne peut retenir choisit volontairement d'entrer en cellule. Ce choix compte davantage que n'importe quelle porte arrachée. Il pourrait partir à la seconde, où il le souhaite. Rester devient donc son premier acte de discipline. Évidemment, son tempérament ne disparaît pas par magie. Des deux tenues le provoquent et la réponse prend la forme d'un gag, volontairement grossier, pousse bien au-delà du bon goût. Cette scène rappelle que le projet original était beaucoup plus sombre et destine à un public adulte. Elle montre aussi les limites de la transformation instantanée. Hancock accepte la règle, pas encore la frustration qu'elle impose. Le passage par le groupe de parole est plus discret et plus important. Hancock écoute des hommes exprimer leur peur, leur colère et leur dépendance. Quand son tour arrive, les mots lui manquent. Il ne possède même pas un souvenir stable auquel rattacher son identité.
Il peut dire son nom, mais ce nom est peut-être seulement celui qu'on lui adonne. Son inconfort devient presque douloureux, car parler exige une forme de courage que ses pouvoirs ne lui ont jamais apprise. Ray ne lui demande pas une confession parfaite. Il lui demande de rester dans la pisse, d'entendre les autres et d'essayer encore. La thérapie n'est pas traitée comme une solution magique. Elle devient l'exercice modeste de la présence. Ce détail donne à la première moitié une profondeur qu'on ne remarque pas toujours sous les plaisanteries. L'alcool de Hancock n'est pas un accessoire amusant-colle sur un super-héros. Il représente une stratégie d'oubli chez un homme qui ne peut pourtant ni vieillir ni mourir. Il boit pour étouffer un vide vieux de plusieurs décennies. Il se comporte comme si rien ne comptait, parce qu'admettre le contraire l'obligerait à regarder son isolement. Le film ne développe pas cette dépendance avec la précision d'un drame social, mais il comprend une chose juste. La honte pousse souvent quelqu'un à rejeter les autres avant qu'ils aient le temps de le rejeter. Pendant que Hancock s'attend, Ray observe les informations. La criminalité monte et la ville commence effectivement à réclamer son retour. Le plan fonctionne, mais le film évite de transformer cette attente en triomphe mesquin. Ray ne jubile pas devant la peur des habitants. Il prépare Hancock à répondre autrement lorsque l'appel arrivera. Cela passe par des détails presque enfantins. Remercier les policiers, féliciter leur travail, demander avant d'agir, protéger au lieu d'impressionner. Le vocabulaire de Ray peut sembler artificiel à Hancock, pourtant ces phrases lui offrent une structure. Lorsqu'on ne sait plus comment entrer en relation, une formule simple peut servir de première marche. L'authenticité viendra ensuite, si l'effort dure assez longtemps. L'appel arrive pendant une prise d'otage dans une banque. Hancock sort de prison avec un nouveau costume noir, conçu par Louise Mingenbach, costumière qui avait déjà travaillé sur Superman Returns et les 2 premiers X-Men. Le changement visuel est net, mais il ne suffit pas à faire la scène. Ce qui compte, c'est la manière dont Hancock aborde les policiers. Il ralentit. Il remarque le courage d'une agente blessée. Il demande des informations. Pour la première fois, sa puissance s'inscrit dans un travail collectif. La ville ne voit plus un projectile humain traverser le problème. Elle voit un sauveteur qui comprend que les personnes autour de lui ne sont pas des obstacles fragiles. La séquence de la banque offre le plaisir spectaculaire attendu. Avec les balles qui rebondissent, les mouvements impossibles et le danger d'un dispositif que le braqueur Red Parker tient dans sa main. Mais elle fonctionne surtout comme un examen pratique. Tout ce que Ray a enseigne doit résister au bruit, au stress et à la provocation. Hancock neutralise la menace, protège les otages et empêche une explosion. Sa méthode reste brutale, notamment lorsqu'il prive Parker du moyen d'actionner son mécanisme, mais l'intervention évite une catastrophe. Quand les policiers et la foule l'acclament enfin, Smith ne joue pas un vainqueur satisfait. Hancock paraît presque surpris que le respect puisse être le résultat d'un comportement et non une dette due à ses pouvoirs. Ce moment aurait pu constituer la fin d'un film plus classique. Le héros impopulaire accepte l'aide d'un homme ordinaire, travaille sur lui-même, revient dans un nouvel uniforme et gagne l'affection de la ville. La trajectoire est propre, efficace, complète. Hancock pourrait continuer pendant 1 heure en explorant les difficultés de cette nouvelle vie publique, la tentation de rechuter ou le conflit entre la marque All Heart et la sincérité du sauvetage. Beaucoup de spectateurs auraient probablement été heureux avec cette version. Mais le scénario fait alors un choix radical. Il considère la rédemption publique comme seulement la surface du problème. Une question plus ancienne demeure. Qui est Hancock? Et pourquoi est-il seul? Lors d'un nouveau dîner, Hancock raconte le peu qu'il connaît de son passé. Environ 80 ans plus tôt, il s'est réveillé dans un hôpital de Miami avec une blessure au crâne et sans aucun souvenir. Personne n'est venu le chercher. Son nom lui-même reste une énigme, une identité incomplète, sans souvenir familial, sans adresse, sans personne capable de relier ce corps blessé à une histoire antérieure. Cette histoire change la couleur du personnage. Son agressivité n'efface pas la douleur de l'abandon. Pendant des décennies, il a attendu une personne capable de lui dire d'où il venait. Personne n'est arrivé. Will Smith raconte ce passe sans grands effets. La voix reste retenue, presque pratique, ce qui rend le sentiment plus fort. Hancock ne demande pas la compassion. Il expose une énigme qu'il a cesse d'espérer résoudre. Ray écoute avec son empathie habituelle.
Mary, de l'autre côté de la table, connaît la réponse. Theron doit jouer simultanément plusieurs mouvements: la culpabilité, la peur, la volonté de protéger sa famille actuelle et une affection ancienne qu'elle refuse de laisser remonter. Le film n'explique encore rien, mais son visage devient un second récit. À cet instant, la comédie de relations publiques commence à se transformer en histoire de mémoire perdue. Plus tard, Hancock raccompagne Ray, qui a trop bu. Il se retrouve seul avec Mary et franchit une limite en l'embrassant. Elle lui répond une seconde, puis le projette à travers le mur avec une force surhumaine. Le choc est autant narratif que physique. Mary n'est pas seulement une épouse méfiante, elle appartient au même monde impossible que Hancock. Le film cache cette révélation jusque dans sa promotion initiale, qui mettait surtout en avant l'anti-héros alcoolise et sa réhabilitation. Soudain, toutes les scènes domestiques changent de sens. La réserve de Mary n'était pas un jugement. C'était le contrôle nécessaire d'une personne qui avait construit une nouvelle vie autour d'un secret explosif. Le lendemain, Hancock exige des explications. Mary lui révèle qu'ils ne sont pas des humains ordinaires. Au fil des époques, les hommes les ont pris pour des dieux, des anges ou, dans le langage moderne, des super-héros. Ils existaient autrefois en plus grand nombre, toujours lisses par paires. Lorsqu'ils restent séparés, ils conservent leur force et leur immortalité. Lorsqu'ils se rapprochent de la personne qui leur correspond, ils deviennent progressivement mortels. Cette idée renverse la logique habituelle du pouvoir. L'amour ne rend pas plus fort, il retire l'invulnérabilité. La relation offre une vie partagée, mais elle rend aussi possible la blessure, le vieillissement et la mort. Mary affirme d'abord qu'ils sont comme un frère et une sœur, une explication qui ne tient pas longtemps. Hancock sent qu'elle lui cache l'essentiel. Leur confrontation se transforme en combat à travers Los Angeles, mélange de querelles intimes et de catastrophes météorologiques. Ils se lancent dans les airs, traversent des facades, provoquent des tourbillons et font tomber des débris sur la ville. Visuellement, la scène reprend la destruction comique du début, mais avec une autre cause. Hancock ne se bat plus contre des criminels. Il lutte contre la seule personne susceptible de lui rendre son passé, tandis que Mary défend le présent qu'elle a choisi. Chaque coup contient une question à laquelle elle refuse encore de répondre. La vérité finit par sortir, ils ont vécu ensemble pendant près de 3000 ans et sont les derniers de leur espèce. Ils ne sont pas seulement apparentes, ils forment la paire que le temps ramène constamment l'un vers l'autre. Mary s'est éloignée après l'agression de Miami pour permettre à Hancock de retrouver sa puissance et de survivre. Elle ne la donc pas abandonne par indifférence. Elle la quitte parce que rester aurait pu le tuer. Mais en sauvant sa vie, elle la condamne à se réveiller sans mémoire, puis à traverser seule des décennies entières. Le choix était peut-être nécessaire. Cela ne le rend pas moins cruel. C'est ici que Hancock cesse d'être principalement une satire et devient une romance mythologique. La transition est brusque, volontairement ou non. Les questions de communication publique, de responsabilité civile et de dépendance laissent place à une cosmologie sur des êtres immortels. Le méchant de la banque perd de l'importance. Le conflit principal devient la proximité de Mary. Certains y voient deux films cousus ensemble. D'autres apprécient justement le risque, car la seconde moitié refuse de laisser Hancock être seulement un concept comique. Elle cherche la blessure originelle sous le comportement. Le résultat manque parfois d'espace pour respirer, mais son ambition émotionnelle est réelle. Charlize Theron devient alors le centre secret du film. Mary passe des années à vivre comme une mère de famille ordinaire, à aimer Ray et à élever Aaron. Ce quotidien n'est pas une couverture sans valeur, c'est la vie humaine qu'elle a choisie après des millénaires de cycles, de rapprochements et de pertes. Theron joue la puissance sans posture grandiose. Son personnage peut commander les tempêtes. Pourtant, sa peur la plus profonde concerne une table de cuisine, un mari blesse et un enfant qui ne comprendrait pas. Le fantastique fonctionne lorsqu'il rend une émotion ordinaire plus visible. Ici, l'immortalité amplifie un dilemme très humain. Peut-on honorer un ancien amour sans détruire la vie construite après lui? Ray découvre la vérité de la pire manière, au milieu des dégâts de la confrontation. Jason Bateman évite la grande crise théâtrale. Sa douleur vient de sa confusion et de son sentiment d'avoir été exclu d'une histoire qui concerne directement son couple. Pourtant,
Ray ne se transforme pas en rival jaloux ni en obstacle artificiel. Il reste l'homme qui cherche une solution, même lorsque la situation dépasse tout ce qu'il peut comprendre. Cette stabilité donne au film son ancrage moral. Hancock et Mary possèdent la force, la vitesse et une existence presque infinie. Ray apporte la confiance, le pardon et la capacité d'agir pour quelqu'un d'autre sans garantie d'être récompense. Hancock s'éloigne, mais il ignore encore que sa proximité avec Mary a déjà commencé à le rendre vulnérable. Lorsqu'il intervient pendant le braquage d'une petite épicerie, une balle l'atteint. Le sang sur son corps produit une image étrange, parce que le film nous a appris à le croire indestructible. La mortalité n'arrive pas dans une bataille cosmique. Elle surgit sous l'éclairage banal d'un commerce de quartier. Ce choix ramène le mythe au niveau de la rue. Pour la première fois depuis des décennies, Hancock peut mourir. Et il ne comprend pas immédiatement pourquoi. Sa puissance, qui semblait être son unique certitude, dépend maintenant d'une distance émotionnelle impossible à mesurer. À l'hôpital, Mary explique le mécanisme. Plus ils restent proches, plus leurs corps deviennent humains. Les blessures anciennes de Hancock à Miami suivaient la même logique. Des agresseurs l'avaient frappé alors qu'ils vivaient ensemble. Elle s'était enfuie pour que son invulnérabilité revienne. Cette révélation donne un sens tragique à l'amnésie. Hancock n'a pas perdu seulement son passé. Il a perdu la personne qui aurait pu le lui raconter, précisément parce que cette personne voulait le maintenir en vie. Mary a ensuite laissé le temps placer une nouvelle histoire sur l'ancienne. Elle n'avait probablement jamais prévu que Ray ramènerait Hancock jusque dans sa maison. Le film fait alors revenir Red Parker, le braqueur mutilé pendant la prise d'otage. Il s'évade avec d'autres détenus et attaque l'hôpital. Sur le papier, ce retour fournit un antagoniste et donc fiable pour la dernière bataille. En pratique, Parker reste moins intéressant que le conflit entre immortalité et attachement. Eddie Marsan lui donne une haine froide, mais le personnage ne possède ni la complexité ni le temps nécessaire pour devenir un grand adversaire. Cette faiblesse est souvent citée parmi les limites du scénario. Pourtant, sa fonction symbolique est claire. Une conséquence de la violence passée revient au moment exact où Hancock ne peut plus compter sur son invulnérabilité. La fusillade blesse Mary et Hancock. Les deux êtres autrefois invincibles se retrouvent rélis par leur fragilité. Ray, l'homme sans pouvoir, intervient avec une hache pour neutraliser Parker et sauver Hancock. Le geste inverse la première rencontre sur la voie ferrée. Au début, Hancock arrachait Ray à une mort certaine. Maintenant, Ray protège celui qui paraissait impossible à sauver. Leur relation a cessé d'être une opération d'image. Elle est devenue une amitié fondée sur des actes réciproques. Le film rappelle ainsi que l'héroïsme n'appartient pas à une catégorie biologique. La force peut empêcher un train d'avancer. Le courage consiste parfois à rester dans une piste dangereuse pour défendre quelqu'un qui vous a pourtant caché la vérité. Hancock comprend que la seule façon de sauver Mary consiste à augmenter la distance entre eux. Déjà affaibli, il se jette par la fenêtre de l'hôpital et tente de s'éloigner. Chaque mètre rendu au ciel permet à leur corps de retrouver leur résistance. Cette image donne enfin une forme physique au sacrifice amoureux. Pour que l'autre vive, il faut partir. Hancock ne gagne pas en restant près de Mary, ni en récupérant la relation effacée. Il gagne en acceptant son choix et sa famille. Son geste n'efface pas 3000 ans d'histoire, mais il montre que sa transformation est devenue profonde. L'homme qui imposait autrefois sa présence apprend que l'amour peut aussi se prouver par l'absence. Un mois plus tard, Hancock vit à New York. Il appelle Ray et lui demande de regarder le ciel. Sur la surface de la Lune apparaît le symbole All Heart, visible depuis la Terre. L'image est absurde, grandiose et parfaitement fidèle à sa façon de résoudre les problèmes. Même lorsqu'il veut faire plaisir, Hancock choisit une échelle démesurée. La marque que les entreprises refusaient devient littéralement mondiale. Ray reçoit enfin la reconnaissance de son idéal, tandis que Hancock trouve une manière de remercier son ami à distance. On peut sourire devant les questions pratiques que pose un tel geste, mais comme conclusion émotionnelle, il relie avec élégance le rêve de Ray au pouvoir du héros. Une scène pendant le générique montre ensuite Hancock face à un criminel qui le provoque. Il essaie visiblement de garder son calme, puis un sourire annonce que sa patience a des limites. Cette dernière note évite une transformation trop parfaite. Hancock n'est pas devenu un modèle lisse.
Il reste impulsif, susceptible et dangereux lorsqu'on le pousse. La différence, c'est qu'il connaît maintenant la direction dans laquelle avancer. La rédemption n'a pas effacé son caractère, elle lui adonne des outils et des liens. Cette imperfection préserve le plaisir du personnage. Un Hancock totalement sage aurait trahi la promesse du film. Un Hancock capable de faire un meilleur choix, même une fois sur deux, suffit à laisser croire que Ray n'a pas travaillé pour rien. Si l'on regarde toute l'intrigue comme un seul mouvement, le film raconte moins la naissance d'un super-héros que la reconstruction d'une identité. Au début, Hancock accepte la définition que la ville lui renvoie. Nuisance, ivrogne, désastre ambulant. Ray lui apprend que l'image publique peut changer par des actes répètes. Marie lui révèle ensuite que l'identité la plus profonde se trouve pas dans cette image, mais dans une histoire perdue qu'il doit choisir de ne pas posséder entièrement. Hancock ne retrouve jamais tous ses souvenirs. Il ne récupère pas son ancien couple. Il construit cependant quelque chose de neuf, une amitié, une responsabilité et une raison d'utiliser sa force autrement. Le choix de l'amnésie est essentiel. Beaucoup de récits de super-héros organisent leur monde autour d'une origine précise. Une planète disparue, une expérience scientifique, un traumatisme familial, un serment. Hancock ne dispose d'aucun de ces piliers. Il ignore l'origine exacte de ses pouvoirs et même le nom qu'il portait autrefois. Cette absence le rend libre et terrifié à la fois. Sans passe, il ne peut pas s'appuyer sur une mission transmise. Il doit décider dans le présent quel genre d'homme il souhaite être. Le film ne résout pas toute sa mythologie, ce qui peut frustrer, mais ce vide correspond au personnage. Certaines réponses lui reviennent, d'autres restent hors de portée. La relation avec la ville suit la même logique que la relation avec soi. Los Angeles juge Hancock à partir de ses actes visibles. Elle a raison de condamner les dommages, mais tort de réduire toute sa personne à ses échecs. Ray ne demande jamais au public d'ignorer les victimes ou l'écoute. Il propose une séquence de responsabilité, reconnaître, s'absenter, changer la méthode, puis revenir lorsqu'on est appel. Cette progression ressemble moins à une campagne de publicité qu'à un processus de réparation. Le film reste une comédie spectaculaire. Pourtant, il touche une idée sérieuse. Une seconde chance ne signifie pas que les erreurs disparaissent. Elle signifie qu'un comportement nouveau devient possible et doit être prouvé. Cette nuance explique pourquoi la scène de la prison est plus importante que le costume. L'uniforme modifie le regard des autres en une seconde. La prison oblige Hancock à modifier son propre rapport aux limites. Il n'est pas enfermé par les murs, il est retenu par la promesse faite à Ray. Sa liberté physique totale rend son engagement moral visible. N'importe quel détenu veut sortir, mais Hancock pourrait le faire sans effort. Lorsqu'il reste, il reconnaît pour la première fois qu'une règle peut avoir une valeur, même si aucune force extérieure ne peut l'imposer. C'est peut-être la définition la plus simple de la responsabilité, ce que l'on choisit de respecter lorsque personne ne peut nous contraindre. Ray représente de son côté une forme d'optimisme que le cinéma traite souvent avec ironie. Son projet All Heart fait rire les dirigeants. Sa présentation échoue et sa confiance en Hancock semble insensée. Pourtant, le scénario ne révèle jamais qu'il avait tort d'espérer. Ses méthodes fonctionnent parce qu'il associe bienveillance et exigence. Il ne flatte pas Hancock. Il lui montre les dégâts, prépare des excuses et lui demande un sacrifice réel. Sa gentillesse n'est donc pas de la faiblesse. Elle devient une discipline orientée vers le changement. Jason Bateman rend ce mélange crédible en laissant passer une fatigue légère sous l'enthousiasme. Ray sait que le monde résiste à ses idées. Il choisit de les porter quand même. Marie apporte une vision oppose du temps. Ray croit qu'une personne peut changer demain. Marie sait que certaines histoires reviennent pendant des millénaires. Elle a vu leur espèce disparaître, elle a probablement connu plusieurs civilisations et elle comprend le prix de la proximité mieux que Hancock. Son choix de vivre en banlieue n'est pas un recul ridicule après une existence divine. C'est une victoire sur le cycle. Elle veut une vie qui avance vers une fin, avec des repas hebdomadaires, un enfant à protéger et un mari qui vieillit à ses côtes. Le film aurait gagné à lui offrir davantage de scènes intérieures. Mais Théron suggère tout se passe sans avoir besoin de longs retours en arrière. L'idée des pères immortels peut sembler romantique, mais elle contient une tension troublante. Si deux êtres sont destinés l'un à l'autre depuis toujours, quelle place reste-t-il au choix ?
Marie répond par sa vie même. Elle refuse que le destin biologique décide seul de son bonheur. Elle aimerait, non parce qu'une loi cosmique les a associés, mais parce qu'ils ont construit une famille. Hancock finit par respecter cette décision. Le scénario ne dit donc pas simplement que l'âme sœur doit gagner. Il oppose deux formes de lien, l'attraction ancienne et inévitable, puis l'engagement quotidien, fragile, choisi. La seconde ne possède aucun pouvoir surnaturel, mais elle mérite d'être protégée. La mortalité devient dans ce cadre un cadeau autant qu'une menace. Séparer Hancock et Marie leur rend une force immense, mais les condamne à la solitude et à la durée. Les reunifiés les exposent à la maladie, à la violence et au temps, tout en leur permettant de partager une existence humaine. Le film ne prétend pas résoudre ce paradoxe. Il montre Marie choisir la finitude avec Ray et Hancock choisir l'immortalité à distance. Aucun choix n'est entièrement heureux. C'est cette mélancolie qui subsiste après les explosions. Derrière la plaisanterie du héros mal élève se cache un récit sur le prix que l'on paie pour appartenir à quelqu'un sans le posséder. Il faut aussi regarder la manière dont le film relie pouvoir et réputation. Hancock est objectivement capable de sauver des milliers de vies, mais cette capacité ne lui garantit aucune autorité morale. La population évalue ses gestes, pas son potentiel. À l'inverse, Ray ne possède aucune force spectaculaire, pourtant il change la trajectoire du personnage principal par la parole, l'écoute et une stratégie de confiance. Le film déplace ainsi le centre de gravité du genre. La question n'est pas de savoir qui peut gagner un combat. Elle est de savoir qui peut convaincre quelqu'un de devenir meilleur. Dans cette bataille, le consultant rat de la communication se révèle plus puissant que les armes de Red Parker. Le film reste cependant pris entre plusieurs envies. Il veut être une satire mordante, une comédie familiale, un drame sur la dépendance, une romance mythologique et un spectacle d'effets visuels. Chacune de ces directions pourrait remplir un long métrage entier. En 92 minutes, elle se bouscule. La première moitié prend le temps d'installer une méthode de réhabilitation. La seconde doit expliquer 3000 ans de mythologie, révéler une ancienne relation, rendre Hancock mortel, faire revenir un adversaire et conclure les arcs de Ray et Mary. Le rythme accélère précisément lorsque les émotions auraient besoin de silence. C'est une vraie limite, mais aussi la preuve d'une imagination rarement timide. Plutôt que de déclarer une moitié réussie et l'autre ratée, il est plus intéressant d'observer ce que leur collision produit. Sans la première, la seconde manquerait de contraste humain. Sans la seconde, la première resterait une brillante variation sur la gestion d'image. Ensemble, elles fabriquent un objet instable qui ressemble à son héros, parfois maladroit, souvent excessif, capable de casser ce qu'il vient de sauver, mais animé par une idée sincère. Hancock ne maîtrise pas toujours sa trajectoire, le film non plus. Cette correspondance involontaire ou recherchée fait partie de son identité. On se souvient de lui parce qu'il ne rentre pas proprement dans la boîte qu'il avait lui-même ouverte. Le milieu de l'année 2008 renforce cette impression. Le public découvre alors plusieurs nouvelles façons d'aborder les personnages costumés. Tony Stark transforme l'arrogance en spectacle technologique. Bruce Wayne affronte une vision du chaos dans un drame urbain d'une rare gravité. Hancock, lui, commence déjà après la légende. Il ne construit pas son armure et ne choisit pas son symbole. Il ramasse les débris d'une existence dont il ne se souvient pas. Son adversaire le plus constant n'est pas un génie criminel, mais l'habitude de croire qu'il est irrécupérable. Cette perspective donne au film une place singulière dans la mémoire du genre, même sans suite ni univers partage. Et pourtant, l'histoire visible à l'écran n'est que la dernière version d'un projet transforme pendant plus de 10 ans. Avant le costume noir, avant le logo sur la Lune et avant même que Will Smith soit associé au rôle, il existait un scénario beaucoup plus sombre portant un autre titre. Ce long chemin explique plusieurs tensions que l'on ressent dans le film termine. Les changements de ton ne sont pas apparus au hasard pendant le montage. Ils portent la trace de visions successives, de réalisateurs attaches puis partis, de réécriture, de contraintes de classification et d'un studio qui devait vendre une proposition risquée comme un divertissement d'été. Derrière Hancock se cache donc une seconde aventure, presque aussi mouvementée que celle du personnage. Tout commence en 1996 avec V. Vincent Gaux, scénariste encore peu connu,
qui écrit un scénario spéculatif intitulé Tonight, He Comes. L'expression évoque déjà quelque chose de nocturne, de dangereux et de beaucoup moins familial que le titre finalement choisi. Ngo aime Superman, mais il ne veut pas simplement fabriquer une copie plus brutale du modèle. Son idée consiste à retourner le mythe. Imaginer un être prodigieusement puissant, dont la présence ne rassure personne, puis observer sa relation avec un enfant en difficulté. Le premier projet ressemble davantage à une étude de personnages noirs qu'à une comédie d'action destinée aux vacances. Cette origine explique pourquoi une tristesse persistante survit sous la version lumineuse sortie en salle. Le scénario attire l'attention de Tony Scott, réalisateur connu pour son énergie visuelle, puis celle du producteur Akiva Goldsman. Pourtant, le film ne se monte pas. Le projet circule, change de main, et passe des années dans ce que l'industrie appelle le développement interminable. Cette zone où une idée existe, où des personnes célèbres s'y intéressent, mais où aucun tournage ne démarre. Artisan Entertainment l'acquiert au début des années 2000 avant de s'en séparer. Goldsman, qui considère le texte comme l'un de ses favoris, continue de le défendre. La persistance nécessaire pour garder vivant ce scénario rejoint étrangement son sujet. Un personnage abandonné qui attend longtemps que quelqu'un voie encore sa valeur. Plusieurs auteurs retravaillent le matériau. Vince Gilligan, bien avant que Breaking Bad ne devienne un phénomène mondial, apporte sa contribution à différentes versions. John August intervient également, même si le générique final retiendra surtout les noms de Ngo et Gilligan pour le scénario. Chaque réécriture doit résoudre une difficulté centrale. Comment préserver la noirceur d'un surhomme suicidaire et alcoolisé tout en construisant un film de studio accessible? La réponse évolue avec les années, les réalisateurs envisagés et l'arrivée de Will Smith. Le Hancock que nous connaissons n'est donc pas l'exécution pure d'une vision unique. C'est le résultat d'une longue négociation entre provocation, émotion, vedettariat et spectacle populaire. Michael Mann est un temps envisagé à la réalisation. Le choix aurait probablement produit une œuvre très différente, plus froide, plus nocturne, peut-être plus attentive à la solitude urbaine. Mann préfère finalement écrire et tourner Miami Vice, mais il reste lié à Hancock comme producteur. Jonathan Mostow prend ensuite la direction du projet et supervise un traitement destiné à convaincre Will Smith. À cette période, Dave Chappelle est même considéré pour le rôle principal. Ce simple détail ouvre un fascinant film imaginaire. Avec son humour plus abrasif et son rapport très différent à la célébrité, Chappelle aurait sans doute accentué la satire sociale. Le destin du projet bascule toutefois lorsque Smith devient la priorité. Columbia Pictures obtient le film en février 2005. Mostow et Smith s'engagent quelques mois plus tard, avec l'espoir de tourner pendant l'été suivant. La sortie est alors envisagée pour la fin de l'année 2006. Rien ne se déroule comme prévu. Les priorités changent, les calendriers se croisent et les désaccords créatifs s'installent. Mostow quitte finalement la réalisation tout en conservant un crédit de producteur délégué. Cette succession n'est pas anecdotique. À chaque changement, le scénario est relu à travers une sensibilité différente. Les traces de ces versions ne disparaissent jamais complètement, ce qui aide à comprendre pourquoi le film terminé semble parfois porter plusieurs tempéraments dans le même corps. Gabriel Muccino, qui vient de diriger Will Smith dans À la recherche du bonheur, rejoint ensuite le projet. Son approche aurait pu renforcer la dimension émotionnelle et le parcours de rédemption. Mais Muccino doit encore terminer son film et le calendrier devient impossible. Smith tourne donc « Je suis une légende » avant Hancock, tandis qu'un nouveau réalisateur est recherché. Peter Berg entend parler du scénario alors qu'il travaille sur Le Royaume. Il appelle Michael Mann, se passionne pour l'idée et accepte de reprendre le flambeau. En octobre 2006, le projet possède enfin le cinéaste qui le conduira jusqu'au plateau. Il lui reste néanmoins à déterminer quelle part de l'obscurité originale peut survivre dans un grand spectacle avec une star mondiale. Berg décrit la première version comme une étude très dure d'un super-héros alcoolique et suicidaire, proche par son désespoir de Living Las Vegas. Lui-même, les producteurs et le studio décident d'alléger ce matériau. Le choix est compréhensible. Un budget considérable exige un public large, et la présence de Will Smith entraîne des attentes précises. Mais alléger ne signifie pas effacer. Le film conserve l'alcool, l'amnésie, la colère,
l'abandon et le désir de disparaître du monde. Il place simplement ces éléments dans une structure où l'humour et l'action peuvent les rendre supportables. Le mélange n'est pas toujours homogène, pourtant c'est précisément ce frottement entre souffrance et divertissement qui empêche Hancock de devenir une parodie ordinaire. Le titre change au même rythme que le ton. Tonight, He Comes devient d'abord John Hancock, puis simplement Hancock. Des consultants en marketing craignent que ce nom ne dise rien au public et proposent des alternatives plus explicites autour du héros improbable ou du héros qui ne meurt jamais. Sony conserve finalement Hancock et mise sur la popularité de Smith pour donner un sens au mot. C'est une décision judicieuse. Le titre court ressemble à un nom de famille, à une signature et à une identité incomplète. Il ne promet ni cap, ni équipe, ni origine. Il place toute la curiosité sur un individu. Après avoir vu le film, ce nom paraît inséparable de l'homme qu'il a reçu sans savoir s'il lui appartenait vraiment. La classification américaine représente un autre combat. Le film reçoit d'abord à 2 reprises une interdiction aux mineurs non accompagnés, alors que le studio vise la catégorie permettant aux adolescents de venir plus facilement. Plusieurs éléments sont ajustés ou retirés. Les responsables s'inquiètent notamment de la consommation alcool et de certains aspects sexuels présents dans des versions antérieures. La campagne publicitaire se concentre donc sur l'action et la comédie, avec une image plus accueillante que le contenu réel selon Peter Berg. Le résultat obtient finalement la classification souhaitée. Cette histoire éclaire le contraste entre une bande-annonce vendant un super-héros incontrôlable et une seconde moitié qui parle d'intimité, de mortalité et de blessures anciennes. Will Smith possède alors une force commerciale exceptionnelle. Son contrat aurait prévu un salaire de 20 millions de dollars, accompagné d'une part importante des recettes. Plus révélateur encore, Hancock devient son 5e film, lancé autour du week-end de la fête nationale américaine. Cette période estivale lui réussit depuis longtemps, au point que sa présence constitue presque une marque de calendrier. Le studio ne vend pas seulement un personnage inconnu, il vend l'assurance qu'une star familière guidera le public dans une proposition inhabituelle. Ce capital de confiance permet au film de cacher sa mythologie et de commencer avec un protagoniste volontairement antipathique. Peu d'acteurs auraient obtenu la même liberté dans une production de cette taille. Le tournage principal commence le 3 juillet 2007 à Los Angeles, ville où se déroule l'histoire. Ce choix donne au film une texture que des décors entièrement numériques n'aurait pas offerte. Hancock ne protège pas une métropole inventée. Il traverse Hollywood Boulevard, survole les autoroutes et endommage des lieux reconnaissables. La ville devient un personnage collectif qui commente, condamne, filme et finit par applaudir. Les habitants voient les conséquences de chaque intervention. Le paysage ensoleillé renforce aussi le malaise du héros. Rien ne dissimule sa déchéance sous une nuit gothique. Il est seul en plein jour, sous les regards et les téléphones, dans une cité obsédée par l'image. Pour les scènes de destruction, l'équipe transforme des rues réelles avec des gravats, des véhicules renversés et des foyers d'incendie contrôlés. Cette présence matérielle aide les acteurs à sentir le chaos autour d'eux. L'ouverture sur l'autoroute demande plusieurs semaines et combine différents lieux avec des prises sur fond vert. Sa fluidité finale masque donc un puzzle logistique complexe. Le spectateur doit croire qu'une intervention se déroule en quelques minutes, alors qu'elle réunit des fragments filmés séparément, des cascades automobiles, des doublures, des câbles et des images numériques. Cette construction correspond bien au style de Berg, qui cherche une impression d'urgence immédiate, même lorsque la fabrication nécessite une précision énorme. Une partie du tournage se déroule au studio Universal. La Maison des Ambrés est installée près du décor devenu célèbre de Wisteria Lane dans Desperate Housewives. Le rapprochement est amusant, car Mary tente précisément de vivre dans une bulle de banlieue parfaite, avec ses repas de famille et son calme apparent. À quelques pas, une autre fiction télévisée explorait déjà les secrets cachés derrière des façades impeccables. Dans Hancock, la maison représente un refuge humain entouré par une mythologie que ses occupants ne connaissent pas. Lorsque Mary projette Hancock à travers un mur, le film fait littéralement éclater le décor de normalité qu'elle s'était construit. La tradition des spaghettis du jeudi vient de souvenirs personnels de Peter Berg.
Ce détail modeste donne au foyer une histoire vécue et évite qu'il ressemble seulement à une fonction scénaristique. Le jeune Jayed, qui incarne Aaron, raconte avoir commencé la journée de tournage avec enthousiasme parce qu'il n'avait pas pris de petit déjeuner. Après de nombreuses prises, il ne voulait plus entendre parler de spaghettis. L'anecdote fait sourire, mais elle rappelle une réalité très concrète du cinéma. Un repas chaleureux de quelques minutes peut exiger des heures de répétition, des assiettes remplacées et des bouchées recommencées. La spontanéité familiale naît souvent d'un travail tout sauf spontané. Même les bouteilles d'alcool demandent une invention particulière. Certaines marques bon marché refusent que leur nom soit associé au personnage. Alors le département artistique crée de fausses étiquettes, parfois volontairement absurdes. Le gag visuel reste discret, mais il participe à la construction du monde. Hancock ne boit pas un produit élégant placé pour la publicité. Il choisit des bouteilles qui soulignent son abandon. Ce refus des marques réelles révèle aussi les frontières commerciales d'une production. Une entreprise peut apprécier la visibilité offerte par une star, mais pas lorsque son produit devient le symbole d'une dépendance destructrice. La fiction doit alors fabriquer son propre marché de mauvaises décisions. Le costume noir marque le passage le plus visible entre l'ancien et le nouveau Hancock. Louise Mingenbach possède déjà une solide expérience de l'imaginaire super-héroïque. Elle conçoit une tenue qui reste proche du corps sans copier directement les couleurs primaires des icônes classiques. Le noir et les lignes ajustées donnent à Smith une silhouette plus contrôlée, presque militaire, tandis que l'emblème stylisé suggère une identité enfin assumée. Pourtant, le film se moque légèrement de cette transformation. Hancock trouve le vêtement trop moulant, comme s'il résistait encore au langage officiel du genre. Le costume fonctionne donc à deux niveaux. Il offre l'image spectaculaire attendue tout en laissant le personnage commenter l'artifice. Peter Berg arrive sur Hancock avec une expérience variée, de la comédie noire Very Bad Things au drame sportif Friday Night Lights, en passant par l'aventure Bienvenue dans la jungle et le thriller politique Le Royaume. C'est son 5e long-métrage comme réalisateur. Il est aussi acteur, une pratique qui influence sa relation avec les interprètes. Michael Mann souligne sa capacité à comprendre ce qu'un comédien peut retenir ou laisser passer devant la caméra. Cette attention se voit dans les scènes calmes. Berg aime les visages proches, les réactions rapides et les silences légèrement inconfortables. Même au milieu d'une production lourde, il cherche souvent l'accident humain plutôt que la pose parfaitement héroïque. La photographie de Tobias Schliessler accompagne cette recherche avec une caméra mobile et une lumière souvent dure. Los Angeles n'est pas transformé en carte postale dorée. Les blancs sont vifs, le bitume paraît sec, et la proximité de l'objectif peut rendre les échanges presque documentaires. Ce choix convient au début, où Hancock ressemble à une célébrité filmée sans contrôle par une équipe d'actualité. Il convient aussi au repas, durant lesquels la caméra capte les regards plutôt que de monumentaliser la pièce. Lorsque la mythologie éclate, le film adopte des images plus vastes et plus numériques. La différence visuelle renforce la rupture de ton, parfois de manière stimulante, parfois au prix de l'unité. Le défi devient particulièrement important pour les effets visuels. Hancock est le premier film de Berg où ces effets constituent un élément aussi central de la mise en scène. Le réalisateur reconnaît avoir moins de contrôle lorsqu'un combat dépend entièrement de l'animation numérique. Il préfère le travail avec les acteurs et considère que la réussite du film repose avant tout sur le portrait du personnage. Cette prudence est révélatrice. Contrairement à un projet conçu autour de la beauté de mondes impossibles, Hancock utilise les trucages pour faire entrer une force surnaturelle dans des rues familières. L'effet idéal ne doit pas attirer l'attention sur sa technologie. Il doit faire sentir le poids d'un corps qui ne respecte aucune loi physique ordinaire. L'équipe estime d'abord qu'environ 300 plans nécessiteront des effets. Le total final atteint approximativement 525. Cette augmentation montre comment les besoins se multiplient pendant la fabrication. Un vol demande le remplacement d'un câble, une trajectoire plus crédible, une ombre, des débris ou une interaction avec le décor. Le train arrêté combine un mouvement de grue avec des éléments numériques pour conserver à la fois la sensation de masse et l'impossible résistance de Hancock.
La bataille entre Mary et lui ajoute des palmiers, des tourbillons, des fragments de bâtiments et une météo surnaturelle. Chaque seconde spectaculaire est une addition de décisions invisibles. Le superviseur Carey Villegas explique que l'énergie de la caméra de Berg complique le travail. Une image stable offre des repères prévisibles. Une caméra nerveuse exige que l'élément numérique partage chaque vibration, chaque changement de perspective et chaque défaut volontaire. Le trucage doit paraître capturé sur le moment plutôt que posé après coup. Cette difficulté produit certaines des meilleures sensations du film, notamment lorsque Hancock décolle, en laissant le sol réagir sous lui. On ne voit pas seulement un homme monter dans le ciel. On voit l'air, la poussière et les objets voisins subir sa puissance. Le pouvoir acquiert ainsi une conséquence physique, principe fondamental de tout le langage visuel du film. La grande confrontation aérienne entre Hancock et Mary est plus inégale. Elle veut transformer une dispute de couple en événement climatique, idée visuellement forte mais difficile à équilibrer. Berg et son équipe réduisent la durée du combat, conscients que la technologie peut éloigner le spectateur des acteurs au moment où leur relation devrait rester centrale. Certaines images impressionnent, notamment la violence des nuages et l'échelle des projections. D'autres vieillissent davantage, car la vitesse et l'accumulation de débris brouillent parfois la géographie. Cette fragilité n'annule pas l'ambition. Elle montre plutôt un cinéma de transition, au moment où les studios apprennent encore à intégrer des affrontements entièrement numériques à une mise en scène fondée sur la proximité. Un autre effet, lié au gag le plus provocateur de la prison, résiste d'abord aux méthodes pratiques. L'équipe tente de suggérer l'action par le cadrage et la manipulation, mais le résultat ne possède pas l'exagération recherchée. Les artistes numériques sont donc sollicités pour une scène que personne n'aurait probablement imaginée comme démonstration technologique. L'anecdote résume l'étrangeté de Hancock. Un budget de 150 millions de dollars, des spécialistes capables de faire dérailler un train et de créer une tempête, puis une partie de leur énergie consacrée à une plaisanterie volontairement vulgaire. Le noble et le grossier partagent constamment le même cadre. Des prix supplémentaires ont lieu à Times Square en mai 2008, très peu de temps avant la sortie. Leur calendrier tardif oblige même à abandonner une avant-première mondiale initialement prévue en Australie au mois de juin. Tourner si près du lancement témoigne d'un film encore en mouvement, dont certains éléments doivent être ajustés, alors que la campagne a déjà commencé. La scène finale à New York gagne grâce à ce décor une échelle immédiatement reconnaissable. Hancock ne s'est pas seulement éloigné de Mary, il a changé de côte et de ville. Les écrans de Times Square prolongent aussi le thème de l'image publique, cette fois dans le plus grand carrefour publicitaire imaginable. Le montage est assuré par Colby Parker Jr. et Paul Rubel. Leur défi dépasse la simple organisation de l'action. Ils doivent préserver la vitesse comique du début, laisser exister les silences de la prison, puis faire accepter une quantité massive d'informations mythologiques sans arrêter complètement le film. Le résultat avance vite, parfois trop. Certaines scènes donnent l'impression qu'une respiration a été sacrifiée pour maintenir la durée sous les 2 heures. La version cinéma dure environ 1h32, tandis qu'un montage non censuré proposé plus tard sur les supports domestiques ajoute une dizaine de minutes. Cette brièveté commerciale rend le film efficace, mais accentue aussi la sensation de 2 mouvements compressés. La musique de John Powell doit relier ces registres contradictoires. Le compositeur connaît parfaitement l'action, l'humour et l'émotion, et il évite de donner à Hancock un thème constamment solennel. La partition peut avancer avec des cuivres énergiques, laisser passer une ironie rythmique, puis ouvrir un espace plus tendre autour de la solitude. Elle est interprétée par un orchestre de 110 musiciens du Hollywood Studio Symphony, sous la supervision de plusieurs chefs, dont Blake Neely, Don Harper et Pete Anthony. Cette ampleur orchestrale offre au personnage la grandeur que son comportement refuse. Même lorsqu'il dort sur un banc, la musique sait qu'un mythe se cache sous le manteau froissé. L'album de la bande originale paraît le 1er juillet 2008 chez Varese Sarabande, juste avant la sortie américaine. Écoutée hors du film, la partition révèle une architecture plus cohérente que le récit ne le laisse parfois entendre. Powell peut rappeler l'élan classique du super-héros
sans se contenter d'imiter les fanfares les plus célèbres. Il travaille la tension entre envol et chute, confiance et maladresse. Dans les scènes de rédemption, la musique ne remplace pas le jeu de Smith. Elle accompagne la reprise progressive d'une verticalité. Hancock commence courbé, souvent au niveau du sol. À mesure qu'il accepte sa place, l'orchestration rend ses vols moins accidentels et plus proches d'un geste choisi. Les chansons existantes apportent de leur côté une couleur plus urbaine et plus familière. Le film navigue entre morceaux populaires et partitions originales, comme il navigue entre la personnalité moderne de Smith et l'idée ancienne d'être pris pour un dieu. Cette coexistence empêche le monde de devenir intemporel. Hancock appartient à Los Angeles en 2008, avec ses médias, ses panneaux, ses émissions et son rythme. Marie peut raconter des millénaires, mais l'environnement sonore rappelle toujours le présent. Ce contraste est précieux. La mythologie ne flotte pas dans un univers abstrait. Elle se heurte à une époque où chaque erreur peut être enregistrée, diffusée et transformée en opinion publique avant même que la poussière retombe. La distribution renforce cette capacité à passer d'un registre à l'autre. Will Smith porte naturellement le spectacle, mais le film dépend de partenaires capables de ne pas disparaître face à son charisme. Jason Bateman devient un point d'équilibre par sa précision comique et sa normalité assumée. Charlize Theron doit cacher une seconde identité sans trahir trop tôt la surprise. Eddie Marsan apporte une hostilité terrestre, presque mesquine, qui contraste avec les dimensions mythologiques. Jayed offre enfin au héros le regard d'admiration que la ville a perdu. Aucun de ces personnages ne fonctionne seul. Ils représentent différentes réponses possibles à Hancock. La foi, la peur, la vengeance et l'émerveillement. Smith décrit Hancock comme un homme compliqué, qui se réveille chaque jour en colère contre la terre entière, incapable de comprendre son passé ou d'obtenir les réponses qu'il cherche. Il le compare aussi à un joueur universitaire doté d'un talent immense mais incapable de bien se conduire. Cette image sportive est simple et juste. La puissance de Hancock est évidente pour tout le monde, ce qui rend son gâchis encore plus frustrant. Le public du film se retrouve dans la position d'un entraîneur devant un prodige ingérable. On voit ce qu'il pourrait devenir, mais aucune force ne peut le forcer à le vouloir. La performance doit donc rendre visible, très lentement, l'apparition de ce désir. Peter Berg loue chez Smith un mélange de talent, de courage et d'honnêteté. On comprend ce qu'il veut dire dans les moments où l'acteur accepte de paraître laid, lourd ou silencieux. La star ne cherche pas constamment la complicité. Elle laisse le personnage être déplaisant, puis découvre de petites ouvertures sans signaler chaque progrès. Après le sauvetage de la banque, le visage de Hancock contient plus de gêne que de triomphe. Lorsqu'il parle de son réveil à Miami, Smith réduit son énergie au lieu de réclamer une scène à récompense. Cette retenue permet au film de conserver une dignité émotionnelle même quand le scénario l'entoure de plaisanteries énormes. La carrière de Smith donne également une profondeur involontaire au thème de l'image. À cette époque, il est l'une des vedettes les plus fiables du monde, associé à des succès estivaux et à une proximité presque naturelle avec le public. Hancock imagine ce qui arriverait si une personnalité dotée d'une visibilité absolue cessait de contrôler sa relation avec la foule. Chaque erreur devient une nouvelle, chaque geste un verdict. Ray agit alors comme un spécialiste de crise pour une célébrité autant que pour un héros. Le film anticipe avec humour une culture où la réputation peut être mesurée en continu, bien avant que les réseaux sociaux prennent la place immense qu'ils occupent aujourd'hui. Charlize Theron se voit confier une tâche presque inverse. Elle doit d'abord se fondre dans le rôle d'une mère de banlieue, puis révéler une force égale ou supérieure à celle du protagoniste. Marie explique sa normalité comme un choix conscient. Créer une bulle domestique parce que sa véritable nature l'effraie. Theron joue donc la maîtrise avant de jouer la puissance. Ses gestes restent mesurés, sa voix contenue, jusqu'au moment où le mur éclate. Cette construction rend la révélation mémorable, mais elle pose aussi un problème de temps. Une fois le secret dévoilé, le film doit transformer très vite Marie en témoin de plusieurs millénaires, ancienne compagne, épouse actuelle et clé biologique de la mortalité. La relation entre Smith et Theron fonctionne surtout dans la confrontation. Leurs personnages partagent une histoire que l'un connaît et que l'autre a perdue. Chaque échange est donc déséquilibré. Mary peut anticiper les conséquences.
Hancock réagit à des fragments. Theron porte la fatigue du savoir, Smith la rage de l'ignorance. Leur combat n'est pas seulement une démonstration de pouvoir, mais une dispute entre mémoire et vide. Quand ils cessent enfin de se frapper, aucune victoire n'est possible. Mary ne peut rendre à Hancock les années disparues, et Hancock ne peut exiger qu'elle abandonne Ray. Cette impossibilité donne à leur duo une tristesse plus intéressante qu'un simple triangle amoureux. Jason Bateman, déjà dirigé par Berg dans Le Royaume, apporte une continuité avec la filmographie du cinéaste. Son style repose sur des réactions minuscules, une phrase légèrement retardée, un sourire qui tente de maintenir la situation avant de céder. Face à un homme qui vole et à une femme capable de créer une tempête, il pourrait devenir un personnage purement fonctionnel. Bateman refuse cette disparition. Ray possède une vision du monde, un travail, une blessure et une famille. Même son idéal Heart, souvent présenté comme trop idéaliste, donne au dernier plan lunaire une signification personnelle. Sans lui, le film serait une histoire de puissance. Grâce à lui, il devient aussi une histoire de transmission. Eddie Marsan arrive de l'univers beaucoup plus modeste de Be Happy, tourné avec Sally Hawkins, et se retrouve soudain dans une énorme production où une banque explose au centre de Los Angeles. Il a lui-même souligné le choc de cette transition. Son Red Parker est volontairement désagréable, avec une obsession de revanche qui tient lieu de motivation. Le personnage ne rivalise pas avec les grands adversaires du genre, mais Marsan lui donne une présence nerveuse. Son apparence ordinaire contraste avec les menaces cosmiques que l'on pourrait attendre. Il représente une conséquence très humaine. L'humiliation nourrit une rancune, puis cette rancune revient lorsque le héros est enfin vulnérable. Autour du quatuor principal, plusieurs visages connus passent rapidement. Thomas Lennon et Johnny Galecki occupent de petits rôles. Mike Epps apparaît sans être crédité dans la scène du générique. La journaliste américaine Nancy Grace joue son propre type de présence médiatique, tandis que les producteurs Akiva Goldsman et Michael Mann apparaissent parmi les responsables qui écoutent la présentation de Ray. Ces caméos nourrissent l'impression d'un monde où les médias et les entreprises observent constamment Hancock. Ils offrent aussi un plaisir discret aux spectateurs attentifs. Sans détourner l'histoire, le film préfère concentrer sa durée sur la famille Ambré et la transformation du héros. Le jeune Daeg Fairch joue Michel, l'enfant du quartier qui provoque Aaron et insulte Hancock. La scène où le héros l'envoie très haut dans les airs illustre parfaitement l'humour risqué du film. Aaron voit un protecteur intervenir. Les adultes voient un être surpuissant répondre de manière terrifiante à un enfant. Le gag fonctionne par son excès irréel, mais il rappelle aussi l'incapacité initiale de Hancock à ajuster sa force à la situation. Plus tard, la prise d'otage montrera le progrès inverse. Il sera capable d'utiliser exactement la puissance nécessaire. Entre ces deux moments, la maturation du personnage se mesure moins à ce qu'il peut faire qu'à la précision avec laquelle il choisit de le faire. La mise en scène de Berg aime cette violence qui arrive une fraction de seconde trop vite. Les impacts surprennent, les mouvements commencent parfois avant que le cadre soit prêt, et l'humour naît du retard de notre compréhension. Hancock ne prend pas une pause avant de voler. Il disparaît en laissant une onde. Cette vitesse évite une majesté conventionnelle. Elle donne l'impression que ses pouvoirs sont aussi naturels pour lui qu'un geste impatient de la main. Lorsque le nouveau costume apparaît, les mouvements deviennent un peu plus lisibles, comme si la caméra elle-même apprenait à collaborer avec le héros. La forme accompagne alors la discipline sans avoir besoin de l'expliquer. Les gros plans, très présents, divisent davantage. Certains critiques y voient une façon de laisser les acteurs travailler et de capter une sincérité inattendue. D'autres trouvent que la caméra agitée renforce le désordre du récit. Les deux lectures peuvent coexister. Dans les scènes domestiques, la proximité rend les silences de Mary et l'enthousiasme de Ray palpables. Dans certaines séquences d'action, elle réduit l'espace et rend les trajectoires difficiles à suivre. Berg semble toujours plus intéressé par l'impact sur un visage que par la géométrie parfaite d'un affrontement. Pour un film de super-héros, ce choix est audacieux. Il ne produit pas toujours de la clarté, mais il protège souvent l'humanité des personnages. Le budget de 150 millions de dollars place Hancock parmi les grandes productions de son époque. Cette somme finance les lieux, les cascades, les effets
les salaires et une campagne mondiale. Pourtant, l'idée la plus mémorable reste remarquablement peu coûteuse. Un héros qui doit apprendre à remercier les policiers. Le spectacle attire le regard, mais la singularité vient du comportement. C'est un rappel utile lorsqu'on compare le film à ses contemporains. Les images numériques vieillissent, les techniques deviennent plus fluides, les villes détruites se multiplient. Une contradiction humaine bien formulée conserve plus longtemps sa force. Hancock demeure intéressant parce que sa plus grande faiblesse ne peut pas être corrigée par davantage de puissance. Cette conviction semble avoir guidé Berg lorsqu'il réduit certains affrontements. Il observe à l'époque l'accueil enthousiaste réservé à Robert Downey Jr. dans Iron Man et comprend que le public suit d'abord un personnage. La comparaison ne signifie pas que l'un copie l'autre. Les deux films se développent séparément et sortent à quelques mois d'intervalle. Elle révèle plutôt un changement culturel. Le super-héros moderne peut être drôle, narcissique, blessé et responsable de ses propres problèmes. Le costume n'efface plus les défauts, il les rend visibles à une échelle industrielle. Hancock pousse cette logique jusqu'à demander ce qui se passe lorsque le monde a déjà perdu patience avec son sauveur. Le tournage terminé, le studio doit maintenant présenter cette proposition au public sans dévoiler son secret central. La campagne insiste sur les sauvetages ratés, l'alcool, les dégâts et la relation avec Ray. C'est une promesse forte, immédiatement compréhensible, mais incomplète. Mary reste en retrait afin que sa révélation conserve son effet. Ce choix protège la surprise tout en créant une attente très précise autour de la satire. Lorsque le film bascule, une partie du public a donc l'impression que le produit annoncé disparaît en cours de route. Le marketing n'invente rien. Il choisit simplement la moitié la plus facile à vendre. Cette tension pèsera lourd dans la réception critique. La première mondiale a lieu le 18 juin 2008 en ouverture du Festival international du film de Moscou. L'événement prend des mesures exceptionnelles pour empêcher l'enregistrement illégal de la projection. Ce lancement en Russie souligne l'ambition véritablement mondiale du film. Will Smith n'est pas seulement une vedette américaine, son visage peut ouvrir un marché presque partout. La sortie se prépare simultanément dans des dizaines de territoires, avec des copies, des doublages et des campagnes adaptées. En France, le titre n'est pas traduit. Hancock reste Hancock, choix logique puisque le nom du personnage constitue l'identité entière du projet. Sony profite également du film pour expérimenter une projection numérique en définition 4K dans environ 200 salles américaines, alors que le format 2K demeure plus courant. Le débat porte déjà sur la capacité du public à percevoir la différence et sur la valeur future de cette infrastructure. Ce détail technique situe Hancock à un moment de transition pour l'exploitation cinématographique. Les salles abandonnent progressivement la pellicule au profit de fichiers numériques et les grands studios utilisent leur sortie estivale pour tester la prochaine norme. Un film sur un héros ancien, obligé de s'adapter à un monde nouveau, participe ainsi, de manière presque poétique, à la modernisation matérielle du cinéma. Aux États-Unis et au Canada, des avant-premières commencent le 1er juillet dans plusieurs milliers de salles. La sortie générale suit le lendemain. Les prévisions varient énormément, signe que personne ne sait exactement comment mesurer l'attrait d'un personnage inédit malgré la présence de Smith. Le résultat dépasse les craintes. Sur ses 5 premiers jours, Hancock prend la tête du classement avec environ 107 millions de dollars. Il réalise alors l'un des meilleurs démarrages, associé au week-end du 4 juillet et le plus important lancement de la carrière de Peter Berg. Pour Will Smith, c'est un nouveau numéro 1 dans une série commerciale déjà impressionnante. Le public américain interrogé à la sortie lui attribue une appréciation générale équivalente à un bon résultat, sans atteindre l'enthousiasme absolu. Ce contraste entre fréquentation massive et satisfaction plus mesurée annonce toute la trajectoire du film. Le concept s'attire, la star rassure, le spectacle fonctionne, mais la rupture narrative laisse une partie des spectateurs perplexes. La semaine suivante, Hancock cède la première place à Hellboy 2, tout en conservant des recettes solides. La concurrence illustre la richesse de l'été. Plusieurs visions du héros cohabitent, depuis l'univers gothique et affectueux de Guillermo del Toro jusqu'au réalisme criminel de Christopher Nolan. À l'international, le démarrage est encore plus révélateur.
Le film arrive en tête dans 47 des 50 marchés où il se lance lors de sa première grande vague. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Corée du Sud, l'Australie et la Chine figurent parmi les territoires les plus dynamiques. Ce succès prouve que le ressort du personnage traverse les cultures. Il n'est pas nécessaire de connaître une bande dessinée ou une mythologie préalable. Tout le monde comprend immédiatement le spectacle d'un sauveur ingrat, d'une foule exaspérée et d'un homme ordinaire qui tente de réparer la relation. L'absence de franchise existante, perçue comme un risque, devient aussi une porte d'entrée universelle. La France accueille Hancock le 9 juillet 2008 dans un vaste réseau de cinéma. Le lancement français attire rapidement un public nombreux et les comptes internationaux confirment cette ouverture commerciale. Sur sa première semaine complète, le film attire un peu plus d'1 265 000 spectateurs. La fréquentation continue pendant l'été, plus de 600 000 entrées la deuxième semaine, puis une diminution régulière. Au terme des semaines recensées, le cumul dépasse légèrement 3 millions d'entrées. Pour une création sans héros connu auparavant, c'est une performance remarquable qui confirme la popularité française de Will Smith et l'efficacité de la promesse. Le total mondial atteint finalement environ 629 400 000 dollars. Un peu moins de 228 millions proviennent des États-Unis et du Canada, tandis que les autres territoires apportent plus de 400 millions. Hancock devient le 4e plus grand succès mondial de l'année 2008. Ce chiffre est essentiel lorsqu'on parle de son héritage. Le film n'est pas un échec oublié que quelques admirateurs auraient sauvé avec le temps. C'est un immense succès commercial dont la réputation critique demeure pourtant mitigée. Cette différence entre popularité et consensus explique pourquoi l'absence de suite paraît si étrange à beaucoup de spectateurs. En France, Allociné rassemble 18 critiques de presse et affiche une moyenne de 2,8 sur 5. Les spectateurs se montrent un peu plus chaleureux, avec une note autour de 3,2 sur 5 issues de dizaines de milliers d'évaluations. Ces moyennes racontent une réception partagée plutôt qu'un rejet. Le public reconnaît souvent l'originalité du point de départ, l'énergie de Smith et l'efficacité des effets. Les réserves reviennent presque toujours au même endroit. La deuxième moitié semble abandonner trop vite la satire qui avait séduit. Ce consensus critique est si net qu'il devient lui-même une partie de l'identité du film. Du côté international, les chiffres confirment cette prudence. Rotten Tomatoes rassemble alors 227 critiques et affiche 42% d'avis positifs, avec une moyenne de 5,4 sur 10. Metacritic établit une note de 49 sur 100 à partir de 37 publications, dans la catégorie des réactions mitigées ou moyennes. Ces indicateurs ne disent pas que le film est sans intérêt. Ils montrent plutôt que l'idée de départ a convaincu plus facilement que son exécution complète. Beaucoup de critiques ont reconnu une promesse, puis ont estimé que la narration ne savait pas toujours comment la tenir après la révélation de Mary. La critique de Variety résume bien la situation. La première partie est amusante et plausible, tandis que la seconde accumule des développements illogiques et des occasions manquées. Cette formule revient sous différentes formes dans la presse française. On reproche au scénario de changer de film en cours de route, de passer de la comédie mordante à la tragédie romantique sans transition suffisante. Le problème n'est pas l'existence du retournement, c'est la vitesse avec laquelle il doit porter toute la mythologie. Une idée inattendue peut surprendre sans détruire l'ensemble. Elle a besoin d'un espace où les personnages et le public puissent mesurer ce qu'elle transforme. Première se montre plus généreux envers la première moitié. Le magazine apprécie l'idée simple d'un super-héros ivre et les répliques offensives que Smith peut lancer entre deux actions démesurées. Ce jugement pointe la force la plus immédiate du film. Hancock possède une voix. Il n'est pas un héros neutre à qui l'on ajoute une plaisanterie occasionnelle. Son sarcasme, sa mauvaise humeur et son absence de politesse définissent sa manière de survivre au regard des autres. Lorsque le récit mythologique prend le dessus, il utilise moins souvent cette voix, et certains spectateurs ont l'impression de perdre le personnage qu'ils étaient venus voir. Le monde salue pour sa part la façon dont Hancock renouvelle, même brièvement, la destruction habituelle des centres-villes américains.
Cette observation est intéressante car le film fait de la casse une source comique, plutôt qu'une promesse de grandeur. Les façades qui s'écroulent ne servent pas seulement à montrer la puissance du héros, elles illustrent l'habitude du cinéma de spectacle de transformer les villes en décors remplaçables. Hancock rend cette destruction embarrassante. Après chaque miracle, quelqu'un doit appeler les assurances, dégager la rue ou expliquer aux habitants pourquoi leur quartier a encore été pris pour un terrain de jeu. La satire atteint ici le genre lui-même. Le Parisien apprécie le choix de Smith et la transgression des codes du film de super-héros, tout en regrettant que le résultat ne tienne pas ses promesses jusqu'au bout. Le journal du dimanche formule une réserve similaire en évoquant les incohérences et les ruptures de ton après le changement de direction. Télérama préfère clairement la partie avant la transformation, jugée plus politiquement incorrecte. Ces textes ne disent pas tous la même chose, mais ils convergent sur un point. Le film a trouvé une liberté rare lorsqu'il observe la relation entre Hancock et Los Angeles. Dès qu'il doit expliquer l'origine du personnage, il redevient plus conventionnel dans son désir de conclure. Certaines analyses sont plus sévères encore. Africulture regrette que le film ne développe jamais véritablement un discours sur l'altérité et utilise surtout la différence comme ressort comique. Cette critique mérite d'être entendue. Hancock est un homme noir extrêmement puissant, marginalisé, médiatisé et traité comme un problème public. Le film possède donc les éléments d'une réflexion sur la peur sociale, la représentation et l'exploitation d'un talent hors norme. Il les effleure sans les organiser pleinement. La marque Allheart montre comment Ray veut transformer une force en image commerciale, mais le scénario n'examine pas assez ce que la ville projette sur Hancock avant de lui demander de devenir plus présentable. Cette dimension donne au personnage une résonance particulière dans la performance de Smith. Un critique américain note que, pour la première fois, l'acteur ne cherche pas constamment à séduire le public. Il reste dans la peau d'un homme qui se déteste et refuse la proximité. Cette lecture souligne ce que le film ose de plus inhabituel. Il utilise une star connue pour son accessibilité, afin de jouer quelqu'un qui ne veut pas être aimé. Hancock est visible mais pas accueillant, puissant mais pas digne de confiance, présenté partout mais incapable de raconter qui il est. Le contraste entre l'image publique de Smith et le comportement du personnage ajoute une couche que le scénario n'a pas besoin de verbaliser. D'autres critiques considèrent au contraire que Smith et ses partenaires jouent le matériau avec trop de sérieux, comme si le film ne savait pas décider entre satire et drame. Ce désaccord est révélateur. Le ton n'échoue pas uniquement parce qu'il change, il échoue parfois parce que le film ne donne pas de règles claires aux spectateurs. Faut-il rire lorsque Hancock blesse quelqu'un par maladresse? Doit-on ressentir de la pitié quand il avoue son amnésie? La réponse devrait pouvoir être les deux, mais les transitions sont parfois si abruptes que le rire et l'émotion se neutralisent. Le film veut provoquer une réaction complexe, sans toujours construire le pont qui la rend naturelle. Roger Ebert défend davantage les trois acteurs principaux et observe que Smith ne traite pas Hancock comme un simple pitre. Cette appréciation touche au cœur du projet. Le personnage peut faire des choses scandaleuses sans que le récit le réduise à une mascotte. Même lorsque l'humour tombe dans la vulgarité, la mise en scène maintient un reste de gravité. Hancock est drôle parce qu'il est en souffrance, non parce que sa souffrance n'existe pas. Cette distinction est fragile, mais elle sépare le film d'une comédie qui se contenterait de juxtaposer des dégâts et des insultes. Hébert voit aussi dans l'émotion finale une sincérité que le scénario ne maîtrise pas toujours, mais qu'il ne feint pas. La presse française n'est pas unanime sur les effets visuels. Certains les jugent spectaculaires et capables de soutenir un projet ambitieux. D'autres trouvent qu'ils ressemblent à ceux d'un jeu vidéo, surtout pendant le combat entre les deux êtres immortels. Les deux impressions peuvent provenir de la même décision de Berg: privilégier une caméra énergique et des impacts rapides. Une image numérique se remarque davantage lorsqu'elle est filmée comme un accident. Elle peut sembler vive et présente, ou au contraire inachevée. Aujourd'hui, la scène aérienne porte la marque de son époque, mais le mouvement du train et la sensation de poids restent convaincants parce que l'équipe a construit une interaction avec des éléments réels. La musique reçoit généralement une appréciation plus chaleureuse.
Même les spectateurs moins convaincus par la mythologie reconnaissent l'efficacité de John Powell pour soutenir l'envol et la mélancolie. Une bande originale peut parfois unifier ce qu'un montage sépare. Les cuivres annoncent le spectacle, les cordes rappellent la solitude, et les silences musicaux laissent au visage la responsabilité de l'émotion. Powell ne transforme pas chaque scène en cérémonie. Il accepte le désordre de Hancock, puis réintroduit progressivement une ligne mélodique quand le personnage trouve une direction. Le résultat n'est pas seulement un accompagnement d'action, c'est une manière de mesurer le mouvement intérieur d'un homme qui recommence à se tenir debout. La réception du public français révèle aussi un rapport particulier au mélange des genres. Les spectateurs acceptent volontiers une comédie américaine de super-héros lorsqu'elle possède une idée claire et une personnalité visuelle. Ils se montrent plus réticents lorsqu'un scénario semble abandonner son ironie pour expliquer une romance mythologique. Les commentaires d'Allociné reviennent souvent à l'originalité de Hancock, à l'interprétation de Smith, aux effets et à la musique, mais aussi à l'impression d'être resté sur sa faim. Cette formule est parlante. La frustration ne vient pas d'un manque total de plaisir. Elle vient du sentiment que le film avait commencé une conversation plus intéressante que celle qu'il termine. Le classement commercial nuance pourtant cette impression de déception. Avec plus de 3 millions d'entrées en France, Hancock devient l'un des grands spectacles de l'été. Les familles, les adolescents et les admirateurs de Smith ne l'abordent pas comme un essai sur les limites du genre. Ils viennent voir un héros voler, traverser des bâtiments et affronter une menace. Beaucoup découvrent ensuite un film plus intime que prévu. Ce décalage entre attente et contenu peut expliquer les réactions divergentes. Une personne qui apprécie la surprise garde le souvenir d'une proposition audacieuse. Une autre, venue pour une comédie continue, a l'impression que le contrat initial a été rompu sans prévenir. Le film reçoit néanmoins plusieurs récompenses populaires. Aux Teen Choice Awards de 2008, il gagne le prix du film d'action ou d'aventure de l'été. Will Smith remporte ensuite le prix de l'acteur de cinéma préféré aux Kids' Choice Awards de 2009. Les BET Awards lui décernent également un prix d'acteur, notamment grâce à l'ensemble de ses rôles de l'époque. Ces cérémonies montrent que la relation du public avec Hancock reste plus enthousiaste que celle d'une partie de la presse. Le film peut être imparfait et garder un héros immédiatement mémorable. Aux Saturn Awards, Hancock obtient des nominations pour Will Smith comme acteur, Charlize Theron comme actrice dans un second rôle et le film lui-même dans la catégorie fantastique. Il est aussi nommé aux Golden Eagle Awards russes comme film étranger. D'autres cérémonies reconnaissent sa campagne, son héros ou la performance de Smith. Les nominations ne constituent pas un couronnement critique, mais elles témoignent d'une visibilité durable dans le paysage du fantastique populaire. Le film ne disparaît pas après sa sortie. Il reste présent dans les listes de succès, les programmes de télévision, les éditions vidéo et les conversations sur les personnages de super-héros qui auraient pu devenir des franchises. La carrière domestique confirme cette longévité. Sony expérimente d'abord une diffusion en ligne, réservée aux propriétaires de certains téléviseurs Bravia connectés, entre la fin octobre et le début novembre 2008. L'opération permet de montrer la capacité de ces écrans tout en plaçant un film encore récent dans le foyer avant sa sortie physique. Cette stratégie annonce les transformations rapides de la consommation à domicile. Hancock n'est plus seulement un événement de salle. Il devient un contenu que le public peut revoir, comparer et découvrir dans une version différente, sans attendre une diffusion classique à la télévision. Le 25 novembre 2008, le film arrive en DVD, en Blu-ray et sur le format portable UMD. L'édition propose le montage cinéma de 92 minutes et un montage non censuré d'environ 102 minutes, accompagné de documentaires et de featurettes. Les scènes supplémentaires donnent parfois davantage de contexte aux relations et aux plaisanteries, ce qui conduit certains commentateurs à juger cette version plus intéressante que d'habitude. Le Blu-ray reçoit des compliments pour la qualité de son image, son équilibre sonore et ses suppléments. Dans la semaine de Thanksgiving, Hancock prend la tête de plusieurs classements vidéo et devient le meilleur vendeur Blu-ray de cette période. Les ventes dépassent 5 380 000 DVD
pour une recette supérieure à 91 millions de dollars. Ce résultat prolonge l'histoire commerciale au-delà du cinéma. Il montre que les spectateurs, qui avaient des réserves sur la seconde moitié, souhaitaient malgré tout posséder ou revoir le film. Peut-être voulait-il comparer les deux montages. Peut-être la promesse de Smith suffisait-elle à justifier une nouvelle séance. Dans tous les cas, la consommation domestique confirme une vérité souvent oubliée par les moyennes critiques. Un film peut être discuté, critiqué et pourtant profondément aimé par son public. La question d'une suite apparaît avant même la sortie. Peter Berg indique qu'un deuxième film pourrait suivre si les recettes atteignent les prévisions. Après le DVD et le Blu-ray, Will Smith évoque à son tour l'idée de construire un monde plus vaste autour de Hancock. Le mot important est bien monde. Le film laisse plusieurs portes ouvertes. L'existence d'autres êtres comme Mary et Hancock, l'histoire de leur espèce, les changements provoqués par la mortalité et la manière dont un héros transformé gérerait une nouvelle ville. Il ne ferme pas la mythologie, il s'éloigne simplement de la relation qui en constituait le cœur. En 2009, Columbia engage les scénaristes Adam Fierro et Glenn Mazzara pour travailler sur une suite et prévoit de conserver l'équipe de production. Charlize Theron confirme son intérêt pour revenir, tandis que Berg imagine l'arrivée d'un troisième être doté de pouvoir. Sur le papier, cette direction pourrait élargir la cosmologie sans répéter l'histoire de rédemption. Elle comporte aussi un risque évident. Plus le monde devient vaste, plus l'intimité qui rendait Hancock singulier peut se diluer. Une suite devrait donc répondre à la question que le premier film laisse volontairement en suspens. Comment vivre après avoir appris qui l'on est lorsque la connaissance ne suffit pas à réparer le passé? Les années passent sans que la production démarre. En 2012, Berg réaffirme encore son envie de faire le film. En 2020, Theron dit rester intéressé, tout en reconnaissant qu'aucune avancée concrète n'existe. En février 2025, Will Smith évoque de nouveau le projet lors d'une apparition surprise sur un direct en ligne et mentionne l'intérêt possible de Zendaya pour un rôle. Il faut distinguer une idée discutée d'une production confirmée. Hancock 2 demeure une possibilité régulièrement rappelée, pas un film achevé ni une sortie annoncée. Cette longue attente a transformé la perception du premier film. En 2008, l'absence de suite pouvait sembler une question de calendrier. Avec le temps, elle devient presque une partie de son charme. Hancock reste un personnage sans univers partagé, sans série de films venant expliquer chaque détail et sans multiplication de figurines narratives. Son histoire tient dans une œuvre imparfaite qui laisse un espace immense autour d'elle. Les spectateurs peuvent imaginer ce que Marie savait avant Miami, combien de pères ont existé, comment les anciennes civilisations les ont nommés ou ce que signifie réellement leur apparition dans le monde moderne. Le manque de réponse devient une invitation à penser plutôt qu'un simple défaut de continuité. Le cinéma de super-héros a changé depuis. Les univers interconnectés dominent les sorties, les génériques promettent des suites et les mythologies sont souvent expliquées par plusieurs films. Hancock s'appartient à une période où un studio pouvait encore financer une idée originale, centrée sur un seul héros, avec un budget colossal mais sans marque préalable. Le succès commercial prouve que cette liberté était rentable. La réception divisée montre en revanche la difficulté d'assumer un changement de ton sans l'abriter derrière une franchise connue. Hancock n'a pas la protection d'un canon. Chaque décision lui appartient. Chaque maladresse est immédiatement visible. Ce qui reste le plus moderne n'est peut-être donc pas le vol ou l'invulnérabilité, mais la question de la réputation. Hancock vit dans une ville où les images fabriquent la vérité. Les journaux montrent les bâtiments détruits, les passants répètent les insultes, et Ray propose un symbole pour rendre la générosité visible. Le film précède l'époque où une vidéo peut définir une personne en quelques secondes, mais il en presse déjà le mécanisme. On ne demande pas seulement à Hancock de sauver des vies. On lui demande de devenir présentable. Ray tente de distinguer le changement authentique de la simple opération de communication, même si les deux empruntent les mêmes outils. La marque All Heart offre à ce sujet une conclusion amusante et ambiguë. Ray veut convaincre les entreprises de partager une partie de leurs produits avec les plus fragiles. Son projet est moqué parce qu'il ressemble à une publicité trop sentimentale. Pourtant,
Le logo finit sur la Lune, visible par tous, grâce à la puissance d'un homme qui vient de comprendre la valeur de son ami. Le symbole devient à la fois une campagne et un geste intime. La Lune ne vend rien, elle conserve une promesse. Hancock utilise la logique de la marque pour exprimer une émotion qu'il ne sait pas formuler autrement. Même sa gratitude reste excessive, mais elle est enfin orientée vers quelqu'un d'autre. Le film peut aussi se lire comme une histoire de sobriété, sans employer le langage d'un drame sur la dépendance. Hancock ne suit pas un chemin linéaire. Il boit, refuse l'aide, accepte une règle, rechute dans la colère, puis accomplit une intervention qui prouve un changement. La menace n'est pas seulement de redevenir impopulaire, c'est de retrouver la seule identité dans laquelle il se sentait à l'abri, celle du monstre que personne ne peut atteindre. Ray lui offre une autre définition, mais Hancock doit la répéter chaque jour. Cette répétition explique pourquoi la scène du générique est si utile. Elle montre un homme qui n'est pas guéri, seulement capable de s'arrêter avant d'aller trop loin. La question de la mortalité approfondit ce parcours. Lorsque Hancock devient blessable, il perd l'avantage qui lui permettait d'ignorer les autres. Une balle fait entrer la souffrance d'autrui dans son propre corps. Il ne peut plus traiter les humains comme des objets fragiles séparés de lui. Mary avait déjà choisi une vie finie avec Ray, mais Hancock doit apprendre cette valeur au moment où la distance devient nécessaire. La puissance cesse d'être un état permanent et devient une responsabilité. Il doit désormais vivre avec cette vérité. Le générique se termine, mais la question reste ouverte. Combien de temps Hancock pourra-t-il rester fidèle à cette nouvelle version de lui-même? Le film ne le sait pas. Il nous laisse avec un sourire, une provocation et l'impression que le travail continuera hors champ. Cette modestie finale convient à un personnage qui a longtemps voulu tout résoudre en un seul geste. La vraie transformation ne produit pas une image parfaite. Elle produit une série de décisions invisibles, prises lorsqu'aucune caméra n'est là pour applaudir. Hancock repart vers ses décisions, et c'est peut-être la suite la plus intéressante que le film puisse offrir. Pour finir, revenons à la première question. Que se passe-t-il lorsqu'un Dieu vivant ne veut plus être un héros? Il se cache, il boit, il se fâche, et il détruit ce qu'il tente de sauver. Puis quelqu'un lui rappelle que la puissance ne dispense pas de la confiance. Il entre en prison par choix, apprend à écouter, découvre qu'il a aimé avant de se souvenir, comprend que l'amour peut le rendre mortel et accepte de partir pour protéger ceux qui comptent. Il ne devient pas un autre homme. Il devient enfin responsable de celui qu'il a toujours été. Hancock ne raconte pas la naissance d'un symbole. Il raconte le long moment où un symbole recommence à être une personne. Et c'est pour cela que, malgré ses contradictions, le film mérite encore qu'on y revienne. Il possède l'énergie d'un blockbuster, l'humour d'une comédie irrévérencieuse, la fragilité d'un drame intime et la mélancolie d'un conte sur le temps. Tout ne s'assemble pas parfaitement, mais chaque morceau contient une idée vivante. Peter Berg et ses acteurs ont laissé derrière eux un film qui n'a pas cessé de poser des questions après son immense succès. On peut le trouver inégal, surprenant, frustrant ou attachant. On peut même éprouver plusieurs de ces sentiments pendant la même projection. C'est peut-être la définition la plus honnête de son héritage. Une œuvre imparfaite qui continue de nous faire regarder le ciel et les dégâts au sol avec un peu plus d'attention. Son geste n'est donc pas une victoire définitive, mais une direction. En quittant la terre, il emporte ses souvenirs, ses blessures et une promesse claire de revenir chaque fois que quelqu'un aura besoin d'aide. Le héros existe peut-être seulement dans cette décision répétée, celle de choisir toujours la bonté malgré la peur.